Merci beaucoup d'être parmi nous. Avant de commencer, je vais présenter toute l'équipe qui m'accompagne. Mon nom, c'est Thierry Ngiamba. Je suis conseiller en intégration sociale au CARI Saint-Laurent. Le CARI, c'est un organisme qui accompagne les personnes nouvellement arrivées au Québec. Je suis d'origine camerounaise et puis ça va faire 10 ans que je suis ici. À ma droite, j'ai Suleiman. Il va se présenter dans quelques minutes. Et puis Fatih. Donc, ça va faire près de 10 ans que je travaille en relation d'aide et ça va faire 5 ans que je suis au CARI et j'accompagne les nouvelles personnes, dont moi-même aussi. Je vais laisser la parole à Suleiman et puis ça va être Fatih et puis on va commencer notre présentation. Merci. Merci Thierry. Bonjour à tout le monde, bon après-midi. Et wow, c'est déstabilisant de voir tout ce monde-là en même temps. Là, ça fait un moment qu'on n'a plus fait d'activité en présentiel, mais c'est super fun d'avoir le monde comme ça, en chair et en os. Donc, je m'appelle Suleiman Gay et je suis aussi conseiller en intégration sociale au CARI Saint-Laurent, moi depuis bientôt 3 ans. Et je vais laisser après Fatih se présenter. Ça va être le jeu de la chaise musicale entre nous, là. On va être les trois à s'alterner pour présenter. Donc, à l'ordre du jour, le menu qu'on a. Donc, on va vous faire une petite présentation de notre organisme du CARI Saint-Laurent d'abord. Après, on va parler de notre comité Espace Hommes qui est en charge au sein du CARI de l'accompagnement des hommes immigrants. Puis, par la suite, on va parler un petit peu en général des migrations, des facteurs de vulnérabilité des hommes immigrants qu'on accompagne. OK, un ajustement aussi, c'est bon? Super. Ensuite, on va vous présenter une étude de cas qu'on a eue lors de nos interventions qu'on mène au CARI Saint-Laurent. Par la suite, on va vous présenter les approches qu'on utilise lors de nos interventions et au sein de notre organisme, la pratique qu'on utilise pour nos interventions aussi auprès des hommes immigrants. On a la chance aussi d'avoir avec nous une personne que nous avons accompagnée et qui a eu vraiment l'honneur de venir avec nous nous présenter, faire un témoignage en personne, Dominique, qui va après parler. Puis voilà le gros menu qu'on a pour vous. OK? Donc, le CARI Saint-Laurent. Qui connaît le CARI Saint-Laurent? Vous pouvez lever la main? Ouh, OK, d'accord. Donc, c'est pas, je parle pas des novices, c'est super. Donc, le CARI Saint-Laurent, c'est un organisme qui existe depuis 1989 et on est basé à l'ouest dans l'arrondissement à Ville-Saint-Laurent. Et CARI Saint-Laurent, c'est, je vous avoue que même tout à l'heure, j'ai dû revoir encore la vraie définition du CARI Saint-Laurent. C'est Centre d'accueil et de référence socio-économique pour les immigrants. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, CARI, c'est bien plus attrayant que Carseille, là. Donc, c'est pour ça qu'on a dit CARI Saint-Laurent. Donc, voilà. Et l'organisme a comme but vraiment d'accueillir les personnes immigrantes qui arrivent ici au Québec, au Canada, les aider vraiment dans leur établissement, les accompagner dans les différentes démarches qu'ils vont mener pour s'installer ici au Québec et au Canada. Et que ce soit de manière personnelle avec leur famille, donc et de les aider aussi surtout de s'intégrer professionnellement dans la société québécoise. Donc on a différents départements. Nous trois, on fait partie du département accueil et intégration. Donc le plus gros de notre travail, c'est vraiment quand l'usager arrive dans l'organisme, le participant, on évalue tous ses besoins, on voit exactement comment est-ce qu'on peut l'accompagner dans sa démarche d'intégration et par la suite, on propose un plan d'action et puis également, ce qu'on fait, c'est qu'on peut référer aux autres départements et si on n'a pas la ressource qu'il faut, on réfère aussi vers l'extérieur, vers d'autres organismes partenaires. Et on a un département de l'emploi qui accompagne les personnes dans leur recherche d'emploi. On a des conseillers qui peuvent les aider à faire leur CV si jamais ils n'ont jamais fait un CV.
si ils doivent, pour savoir exactement comment est-ce qu'ils vont intégrer le marché de l'emploi ici, parce que ça aussi c'est toute une nouvelle, un nouvel apprentissage pour une personne immigrante. Et par la suite, les référer aussi à des employeurs, parce qu'on a aussi des partenariats, une banque avec des employeurs qui font aussi souvent des séances avec nous, de rencontres avec des employeurs pour les accompagner. On a un département parents et jeunesse qui accompagne les personnes qui viennent avec leur famille, leur guider un petit peu dans cette démarche-là de redécouvrir un petit peu c'est quoi cette nouvelle dynamique familiale qu'ils vont avoir ici au Québec, parce que ça va être différent de ce qu'ils ont connu dans leur pays d'origine. Donc, ce département-là, il y a des conseillers qui accompagnent aussi bien les jeunes que les parents, parce que chacun vit également sa propre intégration, son propre parcours. On a un département de francisation, donc on a des cours également qui sont donnés de francisation aussi bien à temps plein qu'à temps partiel. Et on a un département aussi qui propose vraiment beaucoup d'activités de formation et vie communautaire. On donne des ateliers, tout ça dans le but d'accompagner justement les personnes pour bien comprendre leur intégration. On a des ateliers comme comment bien s'intégrer ici au Québec en période d'hiver, ou bien comprendre même comment est-ce que ça fonctionne le métro, parce que pour certaines personnes aussi c'est quelque chose, c'est une nouvelle découverte. Donc, c'est vraiment une tonne d'ateliers que je ne peux pas citer ici. Et on a un département Femmes du Monde, et ça, c'est un petit clin d'œil, vous allez comprendre pourquoi, parce que justement, nous, on parle des hommes immigrants. Il y a le département Femmes du Monde, donc les femmes nouvellement arrivées qui viennent ici et qui doivent comprendre également dans la nouvelle réalité qu'ils vont connaître ici, qui est différente de leur pays d'origine. Et justement, notre comité qu'on met en place, c'est un petit peu pour contrebalancer également ce département Femmes du Monde, parce qu'on se rend compte que, et c'est ça que mon collègue va parler plus tard, des prémices de notre comité Hommes, Espace Hommes, c'est qu'il y a eu un besoin qu'on a senti. Donc, je vais laisser Thierry en parler après. Donc, le Carré Saint-Laurent, c'est également des personnes qui viennent d'un peu partout. On a 142 pays d'origine différentes, et la plus grande majorité viennent ici, vous le voyez, si on parle de pays singuliers, la Syrie. Et ça, c'est, on va dire, un héritage de la situation, la crise qu'il y a eu en 2016-2017, des réfugiés syriens. Donc, on a on a eu un grand afflux d'immigrants qui venaient de ce pays-là, qu'on continue d'accompagner jusqu'à présent. Et vous voyez, c'est assez diversifié. Il y a la Chine, l'Inde, l'Algérie, le Maroc, le Cameroun, Haïti, Côte d'Ivoire, Liban, la Tunisie et d'autres pays également. Donc, la particularité qu'on a au Carré également, c'est qu'on a une grande équipe. On est une équipe une cinquantaine de personnes d'intervenants, et parmi ces 50 intervenants, si je ne me trompe pas, on a une trentaine de nationalités différentes, et aussi également qui sont capables de parler au moins une vingtaine de langues. Donc, on peut accompagner pas mal de personnes dans leur intégration. Et donc, la langue majoritairement parlée par nos participants, c'est l'arabe. Il y a, je vois pas bien, 37% de personnes arabophones. Oui, bon, ça va être correct ici. En termes de pourcentage hommes-femmes, on a une majorité de femmes, 54%, 46% d'hommes. Et une statistique intéressante ici, en termes d'âge, c'est assez varié, mais vous allez voir que la majorité viennent de la tranche d'âge 35-54 ans. Et ça, c'est pas une coïncidence. La plupart des personnes qui viennent s'installer dans le pays sont généralement dans cette tranche d'âge-là. C'est à ce moment-là qu'on fait notre projet migratoire et qu'on veut faire une nouvelle vie, généralement ici au Canada, au Québec. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve la majorité de notre bassin d'usagers dans cette catégorie d'âge-là. Et par rapport au statut, c'est vraiment varié aussi, mais la majorité, vous allez voir, c'est les résidents permanents. On reçoit beaucoup de résidents permanents. Ça, ce que je vous présente ici, c'était notre rapport d'activité de 2020-2021.
mais vous êtes sûrement au courant qu'on a cette année reçu un afflux massif de demandeurs d'asile. Donc, cette statistique-là, pour notre rapport de l'année prochaine, ça va être amené à changer. Ici, on a pour les demandeurs d'asile un pourcentage de 10%, mais hier, j'étais à un sommet de l'immigration et on nous disait que déjà pour l'année 2022, on a reçu près de 40 000 demandeurs d'asile. Si on compare ça à l'année passée ou à l'année 2020 où on était au plein milieu de la pandémie, ça a presque doublé. Donc, et on n'a même pas encore fini l'année, donc il y a encore un afflux de demandeurs d'asile qui vont venir et qui ont vraiment des besoins très particuliers et qui ont besoin d'accompagnement. Donc, voilà un petit peu le portrait de nos participants au CARI Saint-Laurent. Je vais laisser la parole à Thierry qui va présenter un petit peu le comité Espace Homme. Merci beaucoup, Souleymane, pour cette présentation. Avant de commencer, on a oublié de présenter Fatih. Donc, mon cher Fatih, je vais te laisser le micro. Merci Thierry. Je pense que la mort aussi va m'oublier. Alors, donc moi, mon nom c'est Fatih. Moi aussi, je suis conseiller en intégration sociale. Donc, je travaille au CARI, ça fait plus d'1 an, 3 mois maintenant. Donc, plus exactement. Donc, moi, je suis originaire du Sénégal. Donc, j'étais venu ici pour faire une maîtrise en médiation interculturelle que j'avais fini l'année dernière. Donc, j'ai intégré le CARI l'année dernière au mois d'octobre. Donc, je suis très content d'être dans cette équipe-là. Puis, le travail qu'on fait, c'est vraiment énorme. Puis, je suis fier aujourd'hui d'être parmi eux aussi pour vous parler aujourd'hui des hommes immigrants. Merci beaucoup. Merci Fatih, on va te retrouver tout à l'heure. Alors, présentation du comité Espace Homme. Vous allez trouver ça un peu spécial. Donc, le CARI a 32 ans cette année, à peu près. 33 ans. OK. Moi, je suis arrivé en 2019, le 19 janvier 2019. Et lorsque je suis accueilli, il y avait 15 femmes à l'accueil. J'étais le seul coq. Et ma cordeau, elle me dit, tu es très chanceux. Je dis, pourquoi est-ce chanceux? Je dis, mais on va te choyer. Je dis, ah, merci. Et ça a été ça. Le premier jour, quand je suis arrivé au CARI, j'ai eu les portes et les bras grands ouverts. Et la première des choses que j'ai constatées, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas recruté d'hommes? Pourquoi il n'y a pas d'hommes? On dit, aucun homme ne s'intéresse à ça. Je dis, mais c'est sûr, c'est pas vrai. OK, on va quand même essayer. Je vais essayer d'apporter ma petite touche puis dans l'équipe. Et c'est comme ça que la réflexion avait déjà été posée en avril 2019. Et comment est-ce que ça s'est passé? J'ai rencontré un couple d'hommes, femmes, avec 2 enfants. Et le monsieur, dans mon évaluation, je lui dis, est-ce qu'on peut parler en homme? Il me dit, ben oui, ça me manque. Je dis, OK. Donc, quand on a causé, je me suis rendu compte que c'est pas tant qu'il ne peut pas changer avec une femme, mais sauf qu'entre hommes, parfois, il y a des complicités. Et puis, il venait, c'était mon voisin de pays en Afrique de l'Ouest, il venait du Sénégal, et on s'est compris. Mais moi, il y avait quelque chose qui m'avait marqué. Je suis allé voir ma cordeau, je dis, est-ce qu'il y a des services pour hommes ici au CARI? Alors là, elle ouvre grand les yeux, elle me dit non. Je dis, mais ce serait intéressant qu'on pose le problème parce qu'il y a un besoin. J'avais une collègue qui n'est plus là, qui est partie, et puis je la remercie. Elle était travailleuse sociale. Elle me dit, Thierry, ça fait un moment qu'on réfléchit. Ben, comme tu es le seul coq de la gang, tu vas porter le dossier. Je dis, ça serait intéressant. Et nous avons travaillé ensemble en collaboration. On a commencé à mettre les bases d'une réflexion sur les services pour hommes immigrants. Et toute l'équipe était ouverte à ça. La direction était ouverte à ça. Et ça, c'est quelque chose qui, personnellement, m'a motivé à pouvoir identifier. Et là, j'ai commencé même de manière personnelle à me dire, donc, les hommes aussi ont des problèmes. Ça, je ne connais pas. Je viens d'un pays où, Pierre en parlait tantôt, où l'homme est l'homme traditionnel. On ne connaît pas les émotions, on ne sait pas qu'un homme souffre.
Il doit toujours être debout. Mon père me le rappelait. Tu dois jamais couler les larmes, etc. Je dis bon. Fait que en 2000, après 2019, on arrive en 2020, la pandémie nous trouve. Mais quand même, on va insister parce que je crois qu'on était l'un des seuls organismes à continuer à travailler pendant la pandémie. Donc, nous, on avait l'obligation de venir, de se présenter de manière physique et présentielle. Donc, en janvier, au retour des vacances, tout de suite, j'ai pris le dossier et j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et la direction nous a donné le mandat de faire un projet, d'un comité. À l'époque, ça s'appelait, avant le comité, ça s'appelait Comité Homme. Et là, on dit, OK, ça va être quoi les objectifs? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi l'offre? C'est quoi les problèmes qu'on peut rencontrer chez les hommes immigrants versus les hommes en général? C'est quoi les difficultés? On sait qu'on part d'un pays X pour venir au Québec. Et là, on a commencé à travailler fort. Donc, en juin 2020, on élabore notre premier projet qu'on soumet à la direction générale. Et entre-temps, parce qu'entre juin 2020 et juillet 2020, entre juin et juillet, s'est passé beaucoup de choses. On a présenté le projet. Tout de suite, nous, on a adhéré au regroupement provincial pour la santé et le bien-être des hommes, ensuite au ROIM. J'ai parlé longtemps à Pierre, qui me donnait des conseils. J'ai appelé une vingtaine de personnes. Je vois M. Hernandez qui est là. Et puis, tout de suite, on a dit, on va embarquer. Et j'avais cette motivation parce que quand je reviens à moi, je vois mon parcours d'immigrant. C'était pas facile. Mon premier hiver, il faisait moins 20 et j'étais à l'abribus. J'avais pas de dos. J'ai tellement eu froid, j'ai appelé ma mère le soir, j'ai dit je rentre au Cameroun. Et ça, je ne savais même pas comment on appelait ça. C'est 5 ans ou 6 ans après que j'ai compris que je vivais mon choc culturel. J'ai dit à ma mère, je rentre. Elle me dit, tu ne bouges pas. Tu n'as plus de maison ici. Tu vas te débrouiller. J'étais avec ma conjointe. Je lui raconte après. Je dis, je ne sais pas si je vais survivre au Québec, là. Elle me dit, on va s'accrocher. Je dis, OK. Donc, quand je vois que toutes ces problématiques, j'ai commencé à nommer tout ce que je vivais, quand on arrive, on ne sait pas, parce qu'on vient de quelque part où toutes ces choses, on ne prend pas conscience de ça. Je rencontre ma directrice, elle donne le feu vert, on prend un budget, et puis, on va dire, on commence notre première activité, café rencontre. En passant, j'ai oublié de vous dire que dans l'équipe, pour revenir un peu, nous sommes 15 conseillers, femmes et hommes. Donc, nous sommes aujourd'hui 5 hommes. À l'époque, j'étais seul. Après, Suleiman est arrivé, ensuite des autres. Mais dans notre comité, il y avait une femme. Et Suleiman disait tantôt que nous, au CARI, on prend l'inclusion. On a voulu qu'il y ait une femme dans le groupe parce que on estime que tous les points de vue sont importants. Dans la manière dont l'homme souffre, le regard de la femme peut apporter un plus. Et c'est ça qui a motivé notre première activité, Café Rencontre, parce que Priscilla, elle n'est pas là avec nous aujourd'hui parce qu'elle revenait de maladie, d'une longue maladie. Et elle nous a inspiré ce premier Café Rencontre. Ça a été un vrai succès. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup de larmes. Voir des hommes pleurer, c'était quelque chose de très touchant. Je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai coulé, la dernière fois j'ai coulé une larme. Peut-être à la mort de mon père, ça va faire 15 ans aujourd'hui. Mais j'étais encore jeune. Mais là, à ce café, j'ai senti qu'il y avait un vrai besoin. Et c'est pourquoi cette année-là, la même année, tout de suite, on a organisé, on a célébré la première fois une journée internationale de l'homme. Et même la directrice générale disait, wow, bravo l'équipe, parce que je n'aurais jamais cru ou j'avais jamais pensé qu'au CARI, malgré la vague, on a vu les tranches d'âge, il y a quand même un peu plus de femmes, mais il y a quand même des hommes qui entrent. Mais écoutez les hommes, poser leurs problèmes, nommer ce qu'ils vivent,
même nous, en tant que conseillers, même si dans notre façon d'aborder d'intervention, même si on doit garder la distance, on ne peut pas faire semblant. Par la suite, c'était un autre défi parce que le PACI, ceux qui connaissent le PACI, on a eu la chance d'adhérer au PACI. On a eu des financements pour pouvoir rentrer au PACI. C'était notre défi. Et on nous avait donné 20 ateliers de prise de parole. Je dis à Souleymane, est-ce qu'on va arriver? On connaît la capacité des hommes de refuser, d'avoir de l'écoute, de demander de l'aide. Comment est-ce qu'on va pouvoir recruter tout ce monde pour 20 ateliers? Et l'objectif, c'était d'avoir 15 personnes, c'est-à-dire admissibles. Vu que le CARI, c'est, on reçoit des financements pour les personnes, des résidents permanents. Donc, on ne va pas prendre de demandeurs d'asile, etc. Donc, il fallait vraiment travailler fort. Lorsqu'on invite, on se retrouve avec 2-3 personnes. Je dis Souleymane, j'ai dit à l'équipe, est-ce qu'on va arriver? Mais on va garder le fighting spirit. Là. On va continuer à travailler. Alors, on a mis des stratégies en place, c'est-à-dire la chance qu'on a, c'est qu'on a un vivier d'usagers et toutes les personnes qui arrivaient nouvellement, tout de suite, on vous enregistre, tout de suite, on vous met sur la liste, tout de suite. Et aujourd'hui, nous sommes, si je me trompe, nous sommes à la 4e cohorte. 4e cohorte des ateliers de prise de parole. C'est un gros succès. Je profite ici pour remercier vraiment le Centre de ressources des hommes de Montréal, le ROIM, toutes ces personnes qui nous accompagnent, qui mettent à notre disposition des ressources. Donc, c'était un gros défi pour pouvoir arriver. Donc, 4 cohortes. À chaque cohorte, c'est 20 thèmes. Donc, de ces thèmes-là, on parle du deuil, on parle du choc culturel, le deuil migratoire, on parle de la relation homme-femme, de l'égalité, on parle du code de vie au Québec, on parle des relations intergénérationnelles, on parle de comment s'intégrer professionnellement, on parle de la gestion financière, des problématiques de violence conjugale, de la santé mentale des hommes immigrants. Parce que ce que vous devez comprendre, lorsqu'on est dans notre pays d'origine, on ne sait même pas ce que c'est que la santé mentale. Moi, je travaillais, ma conjointe travaillait, on avait une dame de ménage, on n'avait qu'une voiture, on avait des tantes dont les enfants pouvaient chez mamie, chez grand-papa, pas de soucis, pas de stress, on peut dire, parce que c'est toujours organisé en communauté, on a toujours quelqu'un à qui parler, on va aller voir un match de soccer, on va faire ci, mais versus ici, tout ce réseau s'effrite là. Et ça, c'est là où les complications commencent. C'est là où les vrais problèmes commencent. Fait que les objectifs du comité qu'on a mis en place, je vais vous laisser lire, je vais quand même un peu les nommer. C'était d'abord d'identifier, de comprendre les besoins et les défis rencontrés par les hommes issus de l'immigration. Ça, lorsqu'on a des interventions, tout de suite, lorsqu'on fait l'évaluation, on a eu la chance de suivre Pierre au mois de mai sur comment intervenir auprès des hommes. C'était quelque chose en plus dans nos techniques d'intervention. On va identifier en causant. Moi, j'appelle ça la causerie entre deux personnes. Ensuite de ça, c'était de mettre en place des espaces d'échange sur les diverses problématiques vécues par les hommes immigrants. L'isolement. La pandémie a fait mal. On a rencontré des personnes qui venaient nous voir. Lorsqu'il y avait une période de flottement où on a dit « Ok, on va quand même laisser quelques personnes entrer. » Mais sauf que les loyers à Montréal ont doublé. Et imaginez quelqu'un qui arrive avec sa famille, papa, maman, 3 enfants, ils n'ont pas de loyer, aucun réseau, personne. On les voit au CARI, qu'est-ce qu'on fait? Personne ne veut leur accorder un loyer. Pourquoi? Parce qu'il faut des vérifications de crédit, il faut quelqu'un qui supporte caution, il faut un tas de choses. Et ils se retrouvent donc complètement isolés, peuvent parler à personne, les tensions montent entre papa, maman, etc. Ensuite de ça, nous avons accompagné et outillé des hommes immigrants dans leur parcours migratoire. Avec comment se fait cet accompagnement? Mais ça se fait par des interventions, c'est que des rencontres individuelles, ça peut être des sensibilisations. Ça se fait aussi dans le cadre de nos ateliers de prise de parole.
et créer des activités stimulantes et des services pour faciliter leur intégration. Mais moi, j'ai jamais vu les papas jouer. C'est toujours les pourvoyeurs, toujours partis. Ils n'ont pas le temps de rester avec les enfants, mais nous, on a dit non, il faudrait qu'on mette en place des cadres de retrouvailles, de réjouissance, d'échanges. Suleiman, lui, c'est un bon chanteur. De temps en temps, il prend sa guitare et puis les papas disaient, ben ouais, on a fait une activité sur les photos. Le jour de la fête des pères, faites-nous des photos. C'est quoi la meilleure des photos? Donc, pour tuer tout cet isolement, pour tuer le fait que hey, on n'est pas seul, il y a plein de ressources, même si on ne les connaît pas, mais nous, notre job, c'est de pouvoir amener ces hommes, les outiller, les accompagner, être avec eux, leur donner la bonne information pour justement leur permettre de bien s'intégrer dans la société québécoise. Je ne vais pas être très long. Donc, de manière globale, c'est un peu ça ce que Espace Homme fait. Mais nous, on continue à travailler. On ne va pas baisser les bras parce qu'on sait que sur cette catégorie spécifique des hommes immigrants, on a beaucoup de choses à faire encore. J'ai entendu les statistiques en bas. J'étais un peu, je ne vais pas dire frustré, mais on parlait de manière globale. Je peux me tromper, mais je ne sais pas s'il y en a un portrait de la vulnérabilité des personnes immigrantes. Et ça va être notre défi de pouvoir mettre ça sur la table. Parce que si on regarde les chiffres, je disais tantôt, lorsqu'on parle de notre pays, on est en très bon état physique, psychique. On ne connaît pas la santé mentale. Les statistiques montrent que 2 à 3 ans après être arrivé, toutes les personnes qui étaient en bonne santé se retrouvent, commencent à avoir des symptômes de santé mentale. Donc, j'ai fait il y a 3 semaines un atelier justement sur l'état de la santé mentale et puis ce chiffre est apparu et ça se voit. Lorsqu'un parent arrive, il vient me voir, j'ai des problèmes avec la DPJ. Je dis OK, il me dit c'est quoi la DPJ? Pourquoi on veut me prendre mon enfant? Tout de suite, il y a la panique. Je vais m'arrêter là parce qu'on peut en parler, développer jusqu'à demain. Donc, je vais laisser mes collègues poursuivre sur le prochain slide. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec la définition du choc culturel. Donc, je vais laisser Suleiman et Fatih pour poursuivre. Merci. Merci Thierry, merci pour ta présentation. Donc, je pense qu'il a abordé plusieurs points. Il a bien introduit. Merci Thierry. Puis, pour rentrer dans le vif du sujet, on est parti sur la définition du choc culturel. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler de choc culturel. Puis, je ne sais pas si on peut parler de choc thermique, parce que... Oui, Thierry disait tantôt que quand il était venu, le froid, je me rappelle, moi aussi, j'étais venu en plein hiver, j'avais jamais vu la neige. Je descends à Montréal un jour du 21 décembre. Waouh, je vois partout blanc. Je dis, c'est quoi ça? Je ne sais pas, je dis, mais on parle de choc culturel, mais on ne parle pas de choc thermique. Voilà, donc le choc culturel, je ne sais pas, plusieurs d'entre vous connaissent notamment Cohen Emerick. Donc, c'est elle qui a beaucoup travaillé sur ça. C'est une spécialiste en intervention interculturelle qui a écrit un bon ouvrage sur ça pour les travailleurs sociaux, sur comment intervenir en contexte d'intervention, en contexte d'interaction interculturelle en fait. Donc, elle a défini comme ça, elle est d'origine tunisienne, puis elle est venue en France, elle est psychologue clinicienne, donc elle a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Donc, Cohen Emerick définit le choc culturel comme en fait une réaction de dépaysement, de frustration, de rejet, de révolte, d'anxiété. C'est-à-dire, de manière résumée, c'est une situation émotionnelle et intellectuelle qui apparaît chez les personnes qui, déplacées par occasion ou profession hors de leur contexte socioculturel, se trouvent engagées dans l'approche de l'étranger.
Donc ça, c'est une définition du côté des intervenants. La manière dont les intervenants vont en fait subir le choc culturel, ça va être différent chez les personnes immigrantes. Je vais en revenir un peu. Donc pour les intervenants, souvent, quand vous vous retrouvez face à des manières de penser, des manières de vivre, des manières de percevoir les choses qui sont souvent différentes de vous, votre manière de voir les choses, vous êtes souvent haï. Vous découvrez en fait, je savais pas ça. C'est une manière de se découvrir d'une part en fait. Donc les intervenants doivent prendre conscience de cela, le choc culturel avec une personne différente, l'altérité en fait. Donc pour les personnes immigrantes, eux aussi, ils vont vivre autrement le choc culturel. Donc on parle de cet auteur-là, Aubert, qui était le premier anthropologue à utiliser de ce choc-là, dont Magali s'est inspiré. Donc, pour lui, le choc culturel se résume à une expérience de stress, de désorientation vécue par la personne devant apprendre à vivre dans une nouvelle culture. Le choc survient parce que l'individu quitte un milieu familier pour se plonger dans un milieu inconnu. Donc Thierry a parlé un peu de son expérience. Moi aussi, j'en ai un peu parlé. Mais en contexte d'intervention, ça va être beaucoup plus complexe. Donc, les étapes qu'on va parler tantôt, tout cela découle du choc culturel. Vous allez voir que c'est quelque chose, ça finit jamais. L'immigration, c'est ça. C'est quitter son pays, tout quitter, sa profession, sa famille, ses amis, son milieu familier, l'odeur de la bouffe, tout. Puis, venir dans un nouveau pays où on ne sait pas avec quel pied danser. C'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant. Voici de manière générale, mais on va aller, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais vous allez voir dans nos interventions avec les hommes immigrants, comment on essaie de co-construire pour essayer de diminuer ce choc-là, essayer comment on peut dire, de co-construire en fait. J'aime ce mot-là, co-construire. Je ne peux pas utiliser d'autres mots, mais co-construire, essayer de voir comment on peut prendre du pays d'origine, comment on peut prendre ici pour essayer d'atténuer ce choc-là. Donc, tous les facteurs de vulnérabilité viennent de ça. Donc, je vais laisser Souleymane aller beaucoup plus loin dans les différentes parties qui vont découler de ce choc culturel. Merci. Merci Fatih. J'espère que vous n'êtes pas trop déstabilisés par ce jeu de chaises musicales entre nous trois, là, ça va. Donc, comme le disait bien Fatih, le choc culturel est à la base, en fait, de tous les facteurs de vulnérabilité qu'on identifie auprès des hommes immigrants, des personnes immigrantes, même en général. Mais nous, on s'attarde spécifiquement sur les hommes immigrants. Et on a divisé ça en 3 catégories qui découlent de ce choc culturel. D'abord, il y a le deuil migratoire qu'on vit. Et même avant de parler d'abord de deuil migratoire, il faut savoir aussi qu'il y a une phase pré-migratoire. Parce qu'avant que la personne arrive ici, il y a aussi tout un cheminement qui conduit à son arrivée ici. Et justement, une personne, par exemple, en fonction, vous allez le voir ici dans le deuil migratoire, une personne, en fonction de son statut migratoire, les conditions avec lesquelles il va venir ici ne sont pas les mêmes. À tes souhaits. Donc, une personne demandeur d'asile ne vient pas dans les mêmes conditions qu'un résident permanent. Un demandeur d'asile, il va venir de son pays, quitter une situation de stress, il est en train de fuir peut-être une oppression. Il vient pas avec les mêmes conditions qu'un résident permanent qui a préparé son projet migratoire depuis plusieurs années. Et ça, justement, c'est aussi un autre défi. Je vous disais hier que j'ai participé à un sommet de l'immigration et on parlait notamment des délais d'immigration pour les personnes immigrantes. Un résident permanent, par exemple, qui veut venir ici, son projet se prépare sur plusieurs années. Il peut avoir pensé à venir ici peut-être il y a 5 ans.
c'est 5 années après, plus tard, qu'il va arriver ici au Québec. Et pendant tout ce temps-là, il y a également toute une évolution. La personne qui avait décidé de partir il y a 5 ans n'est pas la même que celle qui arrive ici au Québec. Donc, il y a tout ce processus-là aussi. Il y a des personnes qui viennent ici comme étudiants étrangers. Ils viennent également faire les études et peut-être pensent à revenir dans leur pays d'origine pour apporter leur contribution au développement de leur pays. Ou bien ils évoluent et décident de s'installer ici définitivement. Ça aussi, c'est toute une nouvelle dynamique. Il y a des travailleurs étrangers temporaires qui viennent ici également. Je vous cite tous les différents statuts migratoires là, mais ça a son importance. Un travailleur étranger qui vient ici également, la plupart du temps, nous en tout cas ce qu'on remarque au Carré Saint-Laurent, généralement ils viennent seuls. Ils laissent leur famille dans leur pays. Ça aussi, c'est un autre facteur de vulnérabilité quand tu laisses ta famille dans ton pays d'origine, que tu viens ici pour travailler, sachant que tu vas repartir, ou bien si tu décides de t'installer ici, d'entamer un processus également pour parrainer ta famille pour qu'elle vienne ici. Tout ça, c'est des bouleversements et un chamboulement qui affectent la santé mentale de ces hommes-là. Donc, et j'ai même pas encore parlé des demandeurs d'asile. J'ai dit les demandeurs d'asile tantôt, mais eux aussi, quand tu es demandeur d'asile ici, et surtout avec le nouvel afflux qu'il y a eu pour cette année, il y a un chamboulement sur tout le processus qu'un demandeur d'asile par lequel il passe. Avant, un demandeur d'asile, quand il vient, il rencontre un agent. L'agent va lui délivrer dans quelques jours son papier brun, le fameux papier brun qu'il utilise. Et par la suite, il obtient son permis de travail. Mais depuis maintenant qu'il y a eu un afflux record de demandeurs d'asile, tout ça s'est chamboulé également. La personne va attendre 3, 4, 5 mois avant de recevoir son papier brun et par la suite recevoir son permis de travail. Pendant toute cette période-là, il ne travaille pas. Ça aussi, c'est un facteur de stress et ça crée également tout un changement dans la dynamique familiale parce que aussi, quand la personne n'est pas capable de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, ça crée également tout un chamboulement, comme je disais. Et donc, dans le deuil migratoire, on parle du mal du pays d'origine parce que, bon, on aime bien, je pense que, à part peut-être les demandeurs d'asile qui quittent leur pays dans des situations un petit peu difficiles, on a tous notre pays d'origine qu'on aime. Si on le quitte, c'est pas forcément par gaieté de cœur. On vient ici, c'est pour aider généralement, je pense, sa famille qu'on a laissée au pays et puis essayer de trouver une meilleure vie, mais on a quand même toujours ce mal du pays-là. Et généralement, les personnes qui sont ici continuent encore de vivre leur culture qu'ils ont laissée chez eux. Et justement, nous, en tant qu'organisme, c'est de trouver cet équilibre-là entre ce qu'on a dans son pays d'origine et ce qu'on a ici au Québec. Il faut trouver un équilibre pour vivre pleinement son intégration. Et ça amène une perte d'identité. Parce que la personne se découvre, je vous disais tantôt, parlais tantôt du statut migratoire. Et quand on vient ici et que on a tous ces bouleversements-là, tous ces changements-là qui arrivent à la fois, on se découvre une nouvelle identité. Et là, on doit s'adapter, voir comment est-ce qu'on va trouver un équilibre entre ce que j'amène de ma culture d'origine et ce que je vais trouver ici pour être accepté et aussi pour vivre également dans ce que moi je connais. Et ça, c'est encore plus fort quand on parle notamment des enfants, des personnes immigrantes. Parce que les enfants qui grandissent ici, qui sont venus très jeunes, ils côtoient la société québécoise, ils grandissent avec la culture québécoise et ils ont un petit peu cette bataille entre leurs parents qui leur essayent de maintenir la culture qu'ils ont dans leur pays d'origine, mais aussi ce qu'ils voient à l'école avec leurs amis. Ça crée un choc entre ces deux cultures-là et ils grandissent avec cette dualité-là et doivent trouver un équilibre. Donc, chaque membre de la famille vit son intégration d'une certaine façon. Le père, la mère, les enfants. Et ça amène aussi des défis en ce qui concerne également la perte de repères et de réseaux sociaux. Quand on vient ici, on doit se créer un nouveau réseau social. On doit apprendre à connaître, peut-être qu'en venant ici, on connaissait quelqu'un,
qui nous a parlé du Canada, du Québec. Et là, peut-être, il nous facilite un petit peu notre intégration. Mais des fois, ça aussi, ça peut être un piège parce que généralement, quand on se fie, chaque personne qui vient a son propre parcours migratoire. Et certains, peut-être, ont eu des mauvaises expériences, certains ont eu des bonnes expériences. Mais si tu te fies, par exemple, à une personne qui a eu une mauvaise expérience, ça peut jouer sur toi, ton parcours que tu vas avoir ici, si tu te fies à ce qu'il dit. Et donc là, il faut justement se créer un réseau social pour essayer d'avoir différentes perspectives qui vont permettre de réussir pleinement son intégration. Et je te parlais tantôt de l'influence du statut migratoire, donc je vais passer par ça. La pression sociale, ça aussi, la personne immigrante qui vient ici, d'abord, il a son choc qu'il est en train de vivre ici, mais il y a aussi les gens qu'il a laissés derrière lui, qui ont une certaine pression, parce que la personne qui vient ici, on s'attend à ce qu'elle ait, comment dire, il faut qu'elle subvienne aux besoins des personnes qu'elle a laissées derrière elle. Eux aussi sont derrière cette personne pour lui dire, ah, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et toi qui es ici, qui as une bonne vie, entre guillemets, qui est en train de connaître ton pays, le nouveau pays dans lequel tu es, il y a cette pression-là aussi bien de la culture que tu as laissée derrière toi et des personnes avec qui tu vis, parce que, comme je disais tantôt, chacun d'entre vous, dans la dynamique familiale, vous allez vivre votre propre choc. Et un autre aspect très important, les défis d'adaptation professionnelle. On sait souvent, quand on parle d'intégration, on dit qu'une intégration réussie, c'est souvent, ça passe par l'employabilité. C'est vrai que c'est un aspect très important, mais vous savez très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est vrai que ça joue une part très importante. Et le défi d'adaptation professionnelle, quand on vient, généralement, l'homme, quand il arrive, ce qu'il a envie, c'est tout de suite de trouver un travail et de pouvoir être autonome et pouvoir, si par exemple, il a laissé sa famille, lui envoyer de l'argent, subvenir aux besoins de la famille. Et ça se heurte à des obstacles ici quand on vient. Et ces obstacles-là, c'est souvent l'accès aux professions, aux métiers réglementés. L'exemple classique qu'on donne, c'est, vous avez sûrement été, peut-être que vous avez vécu cette situation-là, vous êtes dans un taxi, le chauffeur de taxi, c'est quelqu'un qui était un avocat dans son pays, un médecin, il n'est pas capable de travailler dans sa profession ici, et donc il est obligé de faire un autre métier qui n'est vraiment pas de son domaine. Et tout ça aussi, c'est un choc, c'est vraiment un bouleversement dans la trajectoire de cette personne-là. Et même ça entraîne d'autres conflits. Parce que imaginez cette personne-là qui il a laissé derrière lui tout un statut qu'il avait. Il était enseignant, ou bien il était avocat, comme je disais, ou bien médecin. Là, il se retrouve ici à travailler comme chauffeur de taxi, ou bien à travailler dans une épicerie juste pour subvenir aux besoins. Si, par exemple, tu es dans une relation de couple, vous avez fait un projet de migration ensemble avec votre femme, vos enfants, et là, vous voyez cette frustration-là où peut-être la femme va lui demander, mais c'est ça qu'on a quitté pour venir trouver ça ici au Canada, au Québec. Ça, c'est aussi tout un bouleversement, un changement qui entraîne toute une nouvelle dynamique familiale. Et cette difficulté d'intégration dans le milieu professionnel, ça, c'est vraiment, on peut dire aussi également qu'il y a une part du système qui joue contre l'immigrant parce que, comme vous le savez bien, certaines des personnes qui viennent ici, comme je disais, avec une profession bien spécialisée dans leur pays, ne peuvent pas tout de suite intégrer ce milieu-là parce qu'ils doivent passer par certaines certifications. Certains vont devoir reprendre des études. Et tout ça, c'est une méconnaissance également du milieu de travail et peut-être qu'ils n'ont pas été assez bien préparés pour avant de venir ici pour savoir exactement quel est le cheminement qu'ils doivent prendre pour pouvoir intégrer rapidement le domaine dans lequel ils ont étudié et qui fait leur expertise. Et tout ça, donc, ça découle de la non-reconnaissance des acquis et des compétences et des qualifications de ces personnes-là.
Et donc, bon, un exemple, nous, au Cari Saint-Laurent, justement, on aide les personnes qui viennent d'arriver dans ce processus-là. Quand tu viens, tu es ingénieur, tu es médecin dans ton pays, tu dois savoir quel est le chemin que tu dois prendre pour pouvoir travailler dans ce domaine-là ici. Et ça demande aussi tout un travail avec la personne et aussi qu'il doit revoir peut-être ses plans, à savoir qu'avant de pouvoir intégrer ce milieu-là, il y a peut-être certaines certifications qu'il doit faire. Ça va prendre un peu de temps avant qu'il puisse faire ça. Et pendant ce temps-là, il doit continuer de gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins. Donc, il y a également cet équilibre-là à faire. Donc, et là, dans la dynamique familiale, ça c'est très important, c'est qu'il y a un changement de rôle, un bouleversement de rôle. L'homme immigrant qui arrive ici, dans son pays d'origine, dans la plupart des hommes immigrants qu'on reçoit, l'homme, c'est le pourvoyeur de fonds, comme disait tantôt Thierry. Il a une certaine autorité et quand il vient ici, c'est totalement bouleversé. On est dans une société, heureusement au Québec, qui est très avancée au niveau de l'égalité homme-femme. On a un mouvement féministe qui est très fort ici et qui permet justement de donner cette certaine perspective-là aussi à l'homme, de comprendre qu'il y a une évolution à avoir dans la société. Mais ça, par contre, c'est quand même un bouleversement pour l'homme immigrant qui remet en question toute sa personnalité et comment est-ce qu'il a vécu toute sa vie. Donc, cette personne-là qui vient et qui est confrontée à ça et qui est confrontée également au fait que les enfants également ont plus de droits ici, en général. L'enfant a sa propre autonomie. Déjà, on parle d'autonomie à partir de 14 ans, mais dans nos pays d'origine, à 14 ans, tu es encore un enfant, là, et là, tu écoutes papa, tu écoutes maman. Il n'y a pas d'histoire de consentement. C'est tu fais ce qu'on te dit. Donc, tout ça aussi, c'est tout un bouleversement. Et l'enfant aussi a ce bouleversement par rapport à est-ce que je respecte la culture de mon pays d'origine, cette autorité-là que mes parents ont. Ici, on dit que j'ai mes droits. Comment est-ce que je vais vivre avec ça? Ça aussi, c'est un conflit pour l'enfant. Donc, tout ça, ça entraîne des bouleversements dans la dynamique familiale et ça fait que l'homme, justement, doit trouver sa place dans tout ça. Et comme on disait tantôt, par rapport aux services qui sont offerts aux femmes, par exemple, nous, on a notre service Femmes du Monde. L'homme, lui, quand il arrive, il ne comprend pas tout ça. Et justement, il a besoin qu'on lui explique, qu'on lui aussi, il ait des activités qui lui permettent de comprendre sa nouvelle réalité ici au Québec et la nouvelle dynamique dans laquelle il va vivre. Et il faut trouver cet équilibre-là pour pouvoir tirer le meilleur de ce qu'il a dans son pays d'origine et le meilleur qu'il va trouver ici au Québec pour trouver sa propre et sa nouvelle identité. Et donc, ça fait qu'il y a une nouvelle perception de diverses responsabilités, aussi bien pour l'homme, la femme et les enfants. Et ça, c'est très important. Et ça, il y a besoin d'un accompagnement pour les personnes qui viennent d'arriver ici. Et justement, l'homme, s'il n'a pas cet accompagnement-là, il va être isolé socialement. Et lui-même va vivre des situations de stress. Et là, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, mais il a besoin de s'exprimer et d'être accompagné dans ce processus-là pour qu'il puisse trouver sa place. Et c'est, je pense que ça qui est à la base de toute notre réflexion qui a conduit à la création de notre comité Espace Homme. Et nous aussi, on est en constante évolution. C'est pas, on a commencé, on est assez jeune là, 2 ans, et on s'adapte également à trouver plus d'activités, plus de choses à proposer aux hommes. Et on en parlait tantôt là que même là, on parle de dynamique familiale, mais il y a des hommes qui sont seuls également, des hommes célibataires, il y a des hommes issus de la diversité sexuelle que eux aussi, on doit prendre en compte leur nécessité, leur spécificité. Et donc, tout ça, c'est un accompagnement qui est en constante évolution. Et je pense que notre comité, justement, s'est donné cette mission-là dans nos objectifs, c'était justement de pouvoir trouver des activités et
d'être en constant apprentissage pour permettre aux amis migrants de trouver leur pleine place ici au Québec et au Canada. Donc voilà, j'ai parlé assez longuement. Maintenant, Thierry va vous parler spécifiquement d'une étude de cas qu'on a eue au niveau du Carré Saint-Laurent qui rentre dans ce changement de rôle des hommes dans la dynamique familiale. Si vous avez besoin de bouger un petit peu, je sais qu'on a mangé et puis on commence à somnoler un petit peu. Ne vous gênez pas, levez-vous, bougez un petit peu, ok? La musique, je vais jouer avec ma guitare là sur mon doigt et puis on va faire un petit chant après. Merci beaucoup, Suleiman, pour cette présentation. Je vais juste revenir un peu en arrière avant de parler de l'étude de cas. OK. Donc, on va s'arrêter sur ce carré. Donc, dynamique familiale, bouleversement des rôles, fragilisation de l'autorité, conflit intergénérationnel, perception de diverses responsabilités, isolement social, juste pour vous amener à notre étude de cas. Alors, on a choisi le changement de rôle des hommes immigrants dans la dynamique familiale. Je voulais juste faire une petite image. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, Thierry, si j'avais le moyen de retourner, un père de famille, si j'avais le moyen de retourner en Afrique, je prendrais mes valises tout de suite, je serais reparti. Je n'arrive pas à comprendre la société dans laquelle je suis. Mon pouvoir n'existe plus. J'ai perdu mon rôle. Il a énuméré, ma femme elle me parle n'importe comment. Les enfants me regardent droit dans les yeux. Je ne comprends pas. Et moi, je souriais. Ça va faire 10 ans que je suis au Québec. Ça m'a pris 5 ans pour comprendre ça. Je lui dis, écoute, prends le temps. Tu vas comprendre. Mais pourquoi il dit, je suis plus capable de retourner? Pour la simple et bonne raison que dans la mentalité, je vous ai dit tantôt que moi, ma mère m'avait dit, hey, tu rentres plus, hein, tu n'as plus de domicile ici. Tu reviens, je suis plus ta mère. Parce que nous sommes des pourvoyeurs. OK? Pour payer mon billet d'avion, hey, la famille s'est réunie. Dominique a donné 15 $. Chantal a apporté un panier de régime de plantain, etc., pour souhaiter bon départ à Thierry. Et que quand Thierry va arriver, tu vas penser à toute cette famille. Tu es la nouvelle chance de la famille. Tu es le porte-flambeau de la famille. Ça m'amène à... Je vais juste énumérer l'étude de cas parce qu'on a utilisé une approche en co-développement. Je vais vous expliquer plus tard. Donc, les éléments clés de notre étude portaient sur la culture d'origine, le statut social et professionnel dans son pays d'origine, l'immigration récente, le décès de la conjointe. Changement radical de la dynamique familiale, vous allez m'excuser, on a une petite coquille là, donc on ne pouvait pas modifier. Donc, changement radical de la dynamique familiale suite au décès de sa conjointe. Et le contexte, pour vous mettre un peu dans le contexte de pourquoi est-ce qu'on a pris cet exemple. J'ai eu la chance ou la malchance, mais je peux dire que j'ai eu la chance de rencontrer cette famille, papa et maman qui sont arrivés. Donc, ils venaient d'un pays d'Afrique de l'Ouest. Le père, 43 ans, et la mère, 41 ans, et 3 enfants de 18, 6. Ils sont arrivés au Québec, au Canada en 2019, avec le statut de résident permanent, afin d'assurer un meilleur avenir à leurs enfants. Ça, c'est notre rêve de nous tous, là, quand on arrive. Je crois qu'on quitte même pour nos enfants. Il y a beaucoup de raisons. Sécurité, comment on appelle ça? Problèmes économiques, crise sanitaire, crise politique, etc., etc. Donc, cette famille-là est arrivée. Et qu'est-ce qui va se passer? D'abord, je vais vous ramener un peu en arrière pour voir, Suleiman parlait tantôt de la période pré-migratoire. Comment est-ce que ça se passe? Donc, l'usager, j'ai trouvé un nom... juste pour mettre un peu en contexte, Bréou. Il est enseignant d'université originaire d'Afrique de l'Ouest, donc une tribu qui est très bien connue. Il provient d'une grande famille
qui a une forte influence au sein de la région. Donc, selon le mode de fonctionnement, l'homme joue un rôle prépondérant. C'est lui le boss. Donc, il détient le rôle de pourvoyeur, d'autorité parentale et morale au sein de sa communauté. Donc, son engagement et son implication dans le développement de sa communauté relève de son statut de pilier incontournable. S'il n'est pas là, rien ne bouge. On va attendre. Donc, cette notoriété-là, résultant de sa reconnaissance sociale, a un impact considérable sur la construction de son identité et son estime de soi. Suleiman parlait tantôt qu'ils arrivent, ils sont complètement perdus. Ils sont plus les boss. Ils sont, on dit, la femme, les enfants, le chat, le chien, et puis l'on vient bouquer la boucle. Et là, il ne comprend plus rien. Maintenant, le parcours post-migratoire. Il arrive au Québec, tout content parce qu'on a fait les bagages, les tatas, les oncles, tout le monde. On a rassemblé l'argent et puis il arrive tout de suite. Septembre 2019, donc la famille est venue nous rencontrer. Je venais fraîchement d'être recruté. Donc, moi, je leur ai offert l'accompagnement, c'est-à-dire on va faire toute la procédure administrative, régie de l'assurance maladie, inscription des enfants à l'école, retraite Québec, les allocations familiales, etc., 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 ouverture de compte bancaire. J'ai tout fait mon job. Mais sauf que, 3 mois plus tard, M. Biron m'appelle pour me dire, Thierry, ma conjointe est décédée. Je dis, et puis dire, je ne sais plus quoi faire. Je dis, waouh. Et moi, c'était la première fois, on a eu des tas de difficultés. Des gens qui étaient en crise, oui, c'est normal, ça va passer. Mais là, il y a un décès. Le monsieur avait tout son statut, était dans un carrefour, ne savait plus quel chemin prendre. Alors, il était en état de choc et de détresse. Le décès de son épouse a causé un bouleversement dans la famille et a plongé celle-ci dans un état profond de chagrin. Vous imaginez quelqu'un. Ah, je me suis vu là. Je dis, effectivement, on ne pense pas à la mort quand on arrive. Tout est beau. Quand on quitte l'Afrique, quand je quittais le Cameroun, le 9 novembre 2012, ça me fait 10 ans, le 9, tout est beau, je vous assure, tout est beau. Et là, je me suis vu, je dis, hey, sa femme est décédée. Qu'est-ce que va penser sa famille, sa belle famille? Comment vont réagir les enfants? Lui, pas de job. Comment ça va se passer? Donc, on va essayer de voir les méthodes que nous, on a utilisées, les démarches qui ont été entreprises. Je vous demande d'être très, très attentifs pour pouvoir comprendre. Donc, au niveau des démarches, donc nous, on a fait un accompagnement et un suivi psychosocial du conjoint par le CARI. Donc, je le rencontrais. Il fallait que je le rassure. Au moins un appel par semaine. Généralement, le suivi, c'est un appel aux 2 semaines en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Mais lui, je devais l'appeler pour le rassurer. Participation aux ateliers de prise de parole. Ce monsieur est arrivé, il avait témoigné. Quand je vous ai dit, ça faisait longtemps, je n'avais pas vu une larme couler, mais quand il racontait son histoire, comment il a accompagné sa conjointe quand elle mourait, toute la salle était calme. On constatait juste les gouttes de larmes couler. Il y a eu un suivi psychologique pour les enfants par les travailleurs sociaux. On a fait une proposition de suivi psychologique de la part de l'école, différentes démarches administratives. Ça aussi, c'était un autre défi. Moi aussi, j'ai découvert. Parce que c'était quoi la maison funéraire? On ne connaît pas ça. Quand il y a deuil en Afrique ou dans d'autres pays, qu'est-ce qu'on fait? On met le corps à la morgue. On va faire le programme de deuil, on va faire une veillée, on va prendre le corps, on va se poser et puis on va aller à l'enterrement, on va nous sortir un certificat de décès. Mais là, moi, c'est si j'ai appris toute la procédure au niveau de la maison funéraire, le directeur de l'État civil pour produire le certificat de décès. Il fallait appeler Retraite Québec, il fallait appeler la RAMQ, il fallait appeler la banque, toutes les procédures pour pouvoir, c'était vraiment go. Revenu Canada. Parce que la dame, elle avait quand même déjà des dossiers partout et il fallait tout informer tout le monde je ne vais pas rentrer parce que c'est quand même gros. Donc, dans les indicateurs de vulnérabilité,
qu'est-ce que nous avons constaté? La maladie de la conjointe plus décès. Donc, pour la petite histoire, c'est vrai, madame est arrivée étant déjà malade. Et puis, je n'ai jamais demandé à mon usager de quoi est-ce qu'elle est décédée. Je dis, pour éviter la sensibilité, pour éviter encore de replonger dans le deuil. Il y a eu la déqualification professionnelle. Tantôt, on a vu que c'était un professeur d'université. Quand il est arrivé, il allait travailler dans un entrepôt. Hey. Il me demande, Thierry, qu'est-ce que je fais ici? Je suis arrivé avec le rêve du Canada pour pouvoir donner à mes enfants la chance. Et là, ma partenaire décède. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est difficile de rentrer en arrière. Il y a eu le manque de ressources financières, évident. Pas de job à la hauteur de ses attentes. La non-préparation psychologique à la monoparentalité. Monsieur se lève le matin, il doit préparer les enfants pour aller à l'école. L'aide aux devoirs, on ne le fait pas en Afrique, il n'a pas le temps. Il avait des aides aux devoirs parce qu'en Afrique, c'est construit de telle sorte qu'on a la dame de ménage, on a un maître ou un professeur pour ses enfants, on a un chauffeur qui va nous déposer et venir. Tout ça, c'est effrité. Il me dit, je vais vivre comment? Alors, les enjeux de la situation, il y a eu le décès de la conjointe hors du pays d'Afrique. Derrière ça, ça veut dire quoi? C'est beaucoup, on vit en communauté. Or, la pression, la belle famille a commencé à lui mettre la pression. Hey, t'as tué notre fille, c'est toi qui es responsable. Pas moyen de se justifier parce que le téléphone appelle, c'est des engueulades, c'est des reproches. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous nous avez dit qu'au Canada, là-bas, le service de santé, le réseau de la santé, c'est meilleur, c'est partout. Pourquoi on n'a pas sauvé ma conjointe? Vous comprenez? Eux, ils sont de l'autre côté, ils ne comprennent pas. Il est là, au téléphone, il ne répond même pas, parce qu'il ne sait même pas quoi dire. Quand il me raconte ça, je dis, moi, je comprends parce qu'on vient tous de là. Mais ça demande encore tout un processus pour expliquer. Je dis, écoute, tu ne vas pas te fatiguer avec ça. Avec le temps, on va pouvoir gérer. Donc, il y a eu le choc émotionnel de tous les membres de la famille. Difficile accès aux ressources et aux méconnaissances des ressources aussi. Le rêve de l'immigration s'est transformé en cauchemar. C'est-à-dire, même lui, dans sa propre famille, on croyait que le Canada, c'était le petit paradis sur Terre. Il n'y a pas de souffrance. Tout le monde est beau. On fait des selfies. On est sur Instagram, bien habillé. On voit de belles voitures. Il y a mon petit frère m'a dit un jour, mais il n'y a pas de vieilles voitures au Canada. Je dis, Dao, tu as fait un beau constat. Hein? Je n'avais jamais imaginé. Parce que c'est l'image qu'on rejette. Qu'on renvoie, pardon. C'est l'image qu'on renvoie. Et c'est la réalité. Donc, le fardeau de la responsabilité du décès de sa conjointe est infligé par sa belle famille. Donc, dans les pistes de solutions, on a fait un suivi psychosocial du conjoint des enfants par le membre. On a eu des interventions multiples. Il y a le suivi régulier de la famille, si je disais. La participation du père aux ateliers de prise de parole, ça aussi c'était quelque chose de très important parce qu'on a fait venir beaucoup d'intervenants pour lui et les inscriptions des enfants au camp d'été. Donc, on me souffre que le temps passe très vite. Comment tu as fait avancer ça, s'il te plaît? Voilà. Donc, grosso modo, c'est un peu la situation pour voir comment étaient les défis dans le changement de rôle de ce monsieur qui, du jour au lendemain, il a remplacé sa femme décédée dans son rôle. Préparer les enfants, l'aide aux devoirs, les accompagner à l'école, faire la cuisine pour eux. Il n'était jamais entré dans une cuisine, il avait sa dame de ménage dans son pays d'origine, apprendre à cuisiner, etc. Donc, voilà. Et on va essayer de parler un peu des approches que le CARI utilise auprès des hommes immigrants. Donc, on a l'approche interculturelle et puis l'approche de co-développement. Donc, je vais laisser Souleymane et Fatih poursuivre. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci Thierry. On s'est laissé emporter là, comme dans une prestation là, mais il y a Dominique qui est ici qu'on a fait venir justement. On aimerait qu'il nous fasse son témoignage parce qu'un de nos participants qui a été dans nos ateliers de prise de parole qu'on organise, je vais lui laisser la parole et puis après je vais vous parler rapidement des approches qu'on utilise pour nos interventions. Est-ce qu'on aura le temps d'avoir des questions? Je ne sais pas, mais on va essayer. Dominique, je vais te laisser la parole. Bonjour, je suis Dominique, je suis originaire de Côte d'Ivoire. Je suis au Canada, au Québec précisément, depuis 4 ans. Et je ne veux pas, parce que le temps est très court pour moi, donc je vais résumer pour là l'essentiel. Moi, j'étais très enthousiaste de venir au Québec, au Canada, parce que ça correspondait à mes choix de vie, l'ordre et tout ce que vous pouvez imaginer, une société bien organisée. Donc, pour moi, j'allais réaliser mes rêves, j'allais vivre mes rêves. Et puis, j'ai rejoint mon épouse parce que je suis venu dans le cadre d'un regroupement familial. Mon épouse est venue ici enfant. Donc, c'est une fille parfaitement intégrée, qui a les codes de vie québécois. Et moi, je viens adulte, fort de mon expérience africaine, des tropiques. Et dès que je débarque ici au Canada, la première chose qui me frappe, c'est le choc thermoclimatique. Ça, j'en ai pris vraiment ma dose. Et puis, après ce passage, dans mon pays, j'étais enseignant et j'ai eu la chance de faire tous les cycles, sauf le cycle primaire. Donc, j'ai fait le cycle secondaire. Ensuite, j'ai fait le cycle secondaire technique, le cycle professionnel. Et j'étais en train de me préparer à faire mon doctorat pour pouvoir avoir une autre carrière que je pouvais imaginer assez intéressante. Et puis, l'amour est passé par là. Et donc, ça a changé toutes mes perspectives. Et je reviens ici. Et en arrivant ici, le réflexe de l'enseignement était très fort. Mais par rapport à tout ce qu'on a évoqué tantôt, il fallait chercher à faire bouillir la marmite et tout ça. Donc, l'un dans l'autre, je suis obligé de revoir mes prétentions à la baisse. Donc, je tombe dans un profond réalisme. Et c'est comme ça que je rencontre le CARI, par l'intermédiaire de mon beau-frère qui me parle du CARI. Je dis, mais il me dit, tu vas aller voir. C'est dans Montréal-Ouest, du côté du métro du collège. Et je rencontre un conseiller à l'emploi, en l'occurrence Mourad, je pense. Et puis, quelque temps après, le suivi se fait, mais il y a d'autres appels qui viennent, qui font que bon, j'arrête de le voir et je retourne au CARI, et c'est là que je fais la connaissance de Thierry pour m'aider à régulariser ma situation parce que je n'avais pas ma carte de résident permanent. J'avais le gros papier qui à tout moment pouvait, n'est-ce pas, être détruit par intempérie. Et donc, c'est comme ça que Thierry et moi, on se rapproche et puis il me fait la proposition des prises de parole et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, pour faire bref, moi, au CARI, je pense que tout est bénéfique pour moi. C'était, n'est-ce pas, le cadre, l'espace rêvé pour tout immigrant qui vient, et je ne vais pas dire qu'il vient spécifiquement d'Afrique, mais qui vient au Canada, et principalement au Québec ou à Montréal. Je pense que le CARI, pour moi, c'est la meilleure adresse. Je ne fais pas de publicité, non, mais c'est un constat. C'est un constat parce que j'ai eu la chance, il y a un petit proverbe africain qui dit, pour connaître les bons produits des marchés, il faut avoir au moins fait 2 marchés là. Donc, j'avais fait déjà un premier centre d'intégration que je ne veux pas remettre en cause. Et puis, mais au CARI, j'ai retrouvé une offre de services assez diversifiée et assez pertinente. Cette offre était assez pertinente et donc ça m'a marqué. Donc, 3 choses rapidement. Psychologiquement, l'accompagnement au CARI, déjà, vous permet, n'est-ce pas, d'avoir de l'assurance, de reprendre confiance en vous. Parce que les premiers chocs, en dehors du climat, en dehors du choc culturel qu'on peut vivre, et même parfois du blues, si je peux m'exprimer ici, le CARI vous rassure. Donc, vous avez déjà des interlocuteurs à divers niveaux qui sont capables de vous mettre en confiance, de reprendre confiance en vous. Ça, c'est très important. Parce qu'on a évoqué ici ensemble un certain nombre de paramètres.
qui fait que le statut qu'on avait en venant, on le perd tout de suite. Et psychologiquement, c'est très fort. C'est très fort. Donc, le recentrage des acteurs du CARI, c'est très important, mais en même temps aussi, ça nous remet en équilibre. Donc, le CARI, pour moi, constitue un bon point d'équilibre psychologique pour des gens qui sont, entre guillemets, un peu en détresse ou stressés. Premier élément. Deuxième élément, c'est l'offre des services du CARI. Comme vous avez pu le voir, l'offre est variée, elle est multidimensionnelle et elle fait l'effort de couvrir globalement tous les besoins. Ça, c'est important. Et puis la dernière chose maintenant, c'est la dynamique de l'intégration qui se poursuit et qui se fait avec ce suivi et cette évaluation et qui fait que la dynamique, n'est-ce pas, ne peut être que qualitative. Parce que malheureusement, on peut rencontrer des dynamiques vraiment dramatiques comme le cas qu'on a vu tantôt. Et j'ai été un peu témoin de la façon dont Thierry faisait les approches. Et donc, l'ensemble de tous ces éléments-là permettent pour moi d'être, j'aime pas dire ça, mais je vais le dire parce que c'est un peu de coup de cœur, avec de l'émotion, d'être un bon ambassadeur du CARI. Et comme je l'ai dit, c'est bon que le CARI soit une belle interface entre les institutions et les immigrants, pardon. Et ça permet à tout le monde, n'est-ce pas, de pouvoir retomber sur ses jambes et de pouvoir évoluer positivement. Donc, moi, je suis très content de venir ici, de découvrir, n'est-ce pas, d'autres partenaires, n'est-ce pas, dans le système d'intégration, dans la façon dont les choses évoluent au Québec. Mais comme je l'ai dit, ma fidélité au CARI est acquise à 100%. Merci et bonne journée à tout le monde. On n'a pas payé Dominique pour dire tout ça. Hein. Moi-même, je suis surpris et très touché. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir fait ce beau témoignage. Et justement, il est parmi plein d'autres personnes qu'on rencontre et qui ont des histoires similaires, des parcours différents, mais des histoires aussi touchantes. Et ça fait plaisir de pouvoir être à tes côtés, de t'accompagner et d'apprendre de toi aussi, parce qu'on apprend aussi avec toutes les personnes qu'on reçoit. Le temps est, ouais, c'est fini. On n'a même pas eu le temps de vous présenter les approches qu'on utilise, mais je pense que vous avez pu le comprendre à travers nos interventions qu'on approche l'approche interculturelle qu'on utilise. D'abord, nous, en tant qu'intervenants, on doit se décentrer pour se mettre à la place de la personne qu'on reçoit, pour comprendre c'est quoi les défis qu'il a, pour pouvoir l'aider le plus adéquatement possible. Et on utilise également l'approche du co-développement. Là, on essaye avec d'autres organismes, d'autres membres de notre équipe, de trouver des solutions, des pistes de solutions avec les personnes qu'on rencontre. Parce on le disait tantôt ce matin, c'est un travail colossal de pouvoir accompagner une personne, les hommes immigrants, les femmes, peu importe la personne qu'on accompagne, c'est un travail d'équipe aussi bien du privé, du communautaire et du ministère, tout ça. Donc, tout ce travail-là, on a besoin de l'expertise de tout le monde pour pouvoir le faire. Et c'est ce qu'on utilise. Donc, là, vous avez le schéma de l'approche interculturelle qu'on utilise. Donc, on a notre propre cadre de référence en tant que société d'accueil. Nous, l'intervenant qui venons de cette société d'accueil, on doit se mettre à la place du cadre de référence de la personne qu'on reçoit pour comprendre sa réalité et pouvoir l'aider adéquatement. Et par la suite, on rentre dans un processus de dialogue, de négociation où on trouve un équilibre entre ce que la personne a comme cadre de référence et puis le cadre de référence de la société d'accueil pour pouvoir trouver ce juste milieu-là. Donc, c'est ça qu'on utilise. Et nous, au CARI Saint-Laurent, on a, ça se fait à travers des rencontres individuelles avec les participants directement, des séances collectives comme les ateliers de prise de parole qu'on donne et les activités qu'on organise et qu'on va essayer d'encore plus améliorer. Et le référencement et le suivi, et tantôt Thierry le disait, je profite encore pour les remercier, tous les partenaires avec lesquels on travaille, que ce soit Coopère, il y a le ROIM, il y a le regroupement provincial, il y a le Centre de ressources pour hommes, il y a Choc, il y a plein d'organismes avec lesquels on travaille. Tout ça, c'est un travail collectif.
on peut pas y arriver tout seul. Donc, on a besoin de toute cette stratosphère-là d'organismes, ce microcosmos, pour pouvoir arriver à faire ça. Donc, on vous remercie vraiment pour votre attention. J'espère qu'on ne vous a pas trop ennuyé après la pause lunch. Et on va être en bas, on va répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, merci encore de votre attention. Merci beaucoup.